Les législatives, c'est dans moins de 2 semaines pour le premier tour et moins de 3 pour le deuxième. On n'a pas l'impression quand même que ça remoue les foules. Et pourtant, c'est un scrutin ô combien important. Et il s'agit pour les électeurs français de confirmer leur choix du 6 mai dernier, le choix de la gauche, ou de l'infirmer, ou pas, en reconduisant une majorité de droite, ce qui conduirait à quelques années de cohabitation que l'on a déjà connu. Cher Olivier, il y a des sondages qui sont sortis. Oui, et vous avez en avant-première le sondage de Midi Libre qui sort demain, je crois, avec les quelques chiffres dévoilés par la rédaction de Midi Libre. Donc l'Institut de sondage, et je vous donne un chiffre, enfin 2, mais heureusement il m'en faut quand même 2. L'intention de vote, et ça va beaucoup intéresser Michel Crespi, l'intention de vote au premier tour, Parti Socialiste 33%. Des sondés se déclarent qu'ils vont voter Parti Socialiste et 32% déclarent qu'ils vont voter UMP. L'analyse de Philippe Palatte, le directeur de la rédaction, c'est peut-être déjà l'effet anti-Sarkozy qui s'émousse. Votre avis, Michel? C'est un sondage sur un échantillon national, régional, local, national. Vous savez, moi je suis extraordinairement sceptique sur les sondages nationaux, sur les législatives. Vous vous souvenez que j'étais très partisan des sondages nationaux sur les présidentielles et que je les trouvais très prédictifs. J'ai pas du tout cette opinion, mais pas du tout sur les sondages nationaux sur les législatives. Pourquoi? Les seuls sondages auxquels on peut faire confiance, c'est les sondages sur une circonscription déterminée. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup plus d'abstention aux législatives qu'à la présidentielle. On se dirige vers le même chiffre qu'en 2007, c'est-à-dire 60% de participation, donc 40% d'abstention. 20 points de moins que la présidentielle. Oui, ça veut dire qu'un électeur sur 4 de la présidentielle n'ira pas voter. Lequel? Moi, je ne sais pas qui. Mais ces électeurs-là, ils répondent au sondage quand même que oui, ils ont une opinion, peut-être ils iront voter. Première raison. Deuxième raison, les circonstances locales sont très différentes d'un endroit à l'autre. Certains partis sont candidats à un endroit, pas à oui, d'autres. mais sur un sondage national, tout ça peut s'équilibrer quand même. Ça peut s'équilibrer, tout comme ça peut se déséquilibrer encore plus, suivant le cas. Il n'y a pas de raison de penser que les forcément... personnalités, bon, on comprend, hein, il y aura quand même des élus de droite, même s'il y a une majorité de gauche et réciproquement. Ça va jouer sur la personnalité des uns et des autres, sur les configurations sociologiques peut-être des circonscriptions, mais tout ça peut quand même s'annuler au final sur 577 circonscriptions. C'est pas évident du tout que ça s'annule, il n'y a pas de raison statistique pour que ça s'annule. Tout ce que vous pouvez dire, c'est qu'il y a à peu près autant. Il y a un électeur sur 3 qui a de la sympathie pour le Parti Socialiste, un électeur sur 3 qui a de la sympathie pour l'UMP, et un électeur sur 3 qui a de la sympathie pour quelque chose d'autre que les 2 grands partis. Mais si je reviens à l'abstention, c'est que l'abstention est très différentielle. Il y a des catégories qui votent beaucoup et des catégories qui votent très peu. Et la façon dont elles votent n'est pas du tout la même. Les personnes âgées votent plus que les jeunes. Ça s'équilibre pas du tout. Les personnes âgées votent beaucoup plus que les jeunes et elles votent à plus de 60% à droite. Les jeunes votent beaucoup moins, ils votent à plus de 60% à gauche. Les personnes qui ont un revenu supérieur à 4 000 € par mois et par personne votent à 60% à droite et votent beaucoup plus. Les gens qui ont un revenu inférieur au SMIC votent beaucoup moins et ils votent plutôt à gauche. Bref, c'est extrêmement différent et du coup ça va pas s'équilibrer du tout. Donc moi je suis très réservé, très réservé, pas sur le principe du sondage, mais sur des sondages nationaux qu'on projette ensuite sur des situations locales qui sont très différentes l'une de l'autre. Messieurs les sondeurs et mesdames et messieurs des médias, n'hésitez pas à faire 577 sondages. Ah, c'est ce qu'il faudrait faire. Ça va coûter un peu d'argent, mais au moins comme ça on y verra plus clair. C'est ce qu'il faudrait faire, tout à fait. En tout cas, on découvrira l'étude complète, le sondage complet dans le Midi Libre l'édition de demain. De demain. C'est vrai que quand même, les sondeurs essaient d'avoir une photographie, essaient d'imaginer quand même cette future assemblée. Est-ce qu'on peut quand même avoir des indications? Ah oui, naturellement, ça donne quand même une température générale ou à peu près. Il y a un autre sondage ce matin qui rassemble les forces de gauche, qui serait autour de 45%, et puis les forces de droite, entre guillemets, sans le FN, qui serait à 35%, le FN à 15%. Ça peut donner une indication uniquement? Ça donne des indications extrêmement vagues. L'indication principale, elle ne va pas vous renseigner beaucoup, c'est que la droite et la gauche s'équilibrent à peu près, avec peut-être un très léger avantage à la gauche, en particulier si le FN arrive à se maintenir dans un certain nombre de circonscriptions. Ça, c'est des trucs qu'on sait déjà depuis 30 ans, sans avoir besoin de faire des sondages pour ça. Les sondages montrent simplement qu'il n'y a pas d'évolution spectaculaire. Voilà, il ne faut pas s'attendre à une victoire écrasante, pas d'état de grâce spectaculaire de l'un ou de l'autre, c'est tout. Mais vous savez, moi je vous l'aurais dit gratuitement.
Justement, si on revient à des problématiques un peu plus locales, on note beaucoup de candidatures à gauche, notamment sur certaines circonscriptions, notamment dans l'Hérault, la première ou encore la 6e. Est-ce qu'on aurait pu imaginer que chacun se rassemble, la 8e aussi, hein, où il y a un candidat parti radical de gauche, puis un candidat parti socialiste en face. Comment ça peut se terminer, ce scrutin? Tout à l'heure, j'ai dit à l'instant qu'on ne pouvait pas faire de données générales. Je redis la même chose. Il faudrait prendre circonscription par circonscription pour examiner la situation dans chacune de ces circonscriptions. Ça aussi, c'est pas très nouveau qu'il y ait des candidats divers. Il y a, je sais pas, il y a des circonscriptions, il y a 3 ou 4 candidats qui se réclament tous de l'écologie. Ça, c'était déjà le cas en 2007 dans un certain nombre de circonscriptions. Il y a des dissidences à droite, il y a des dissidences à gauche. Il y en a même au Front National. Il y en a un peu partout. Vous parliez des écologistes, il y a beaucoup de dissidences chez les écologistes dans le Gard, par exemple. Oui, mais c'est pas seulement. Il y a en plus des dissidences à l'intérieur des Verts, mais il y a aussi des partis écologistes qui sont pas les Verts. Il y a le MIE, il y a l'Alliance écologiste indépendante. Voilà, les écologistes indépendants, plus quelques partis. Il y avait jadis un parti de défense des animaux. Écologiste défense des animaux. Bon, son fondateur est mort, donc le parti a disparu, mais il a fait 1 ou 2% dans les endroits où il présentait des candidats sur le thème de la défense des animaux, qui était un thème prioritaire de la politique française. Après, il y a des mouvements politiques aussi assez identifiés dans la Mouvement. Je reviens à la 8e. Ouais. Certains disent, voilà, Philippe Tinès, pour ne pas le nommer, parti radical de gauche, est un candidat pro-fraîche, entre guillemets. Il y a les pro-fraîches et les anti-fraîches, avec Christian Assaf, parti socialiste anti-fraîche en face. Est-ce qu'on est vraiment dans la réalité, ou est-ce que vraiment il y a une guéguerre comme ça entre un certain courant qui était avec le président défunt Georges Frêche et le Parti socialiste qui n'était plus avec Georges Frêche? Il y a les dernières traces de la mésentente qui a éclaté au moment des régionales. C'est en train de s'apaiser petit à petit. C'est pas partout. Il n'y a pas des listes systématiques, des candidats systématiques les uns contre les autres. Il y a quelques règlements de compte, quelques coups de pied sous la table. Bon, c'est un peu inévitable. Il y en a aussi du côté de l'UMP. Il y en a aussi même du côté du Front National. Il y a des candidats qui n'ont pas eu l'investiture, qui sont pas contents. Bon, voilà. Ça se passe à tous les scrutins, à toutes les législatives. Est-ce que dans ces cas-là, alors vous allez me dire c'est du cas par cas, mais est-ce que, hormis une personnalité forte qui pourrait avoir un impact sur le scrutin, est-ce que dans ces cas-là, ces candidatures un peu de division, elles ont un réel impact sur le résultat? Non, vous l'avez dit, sauf dans le cas d'une candidature très forte, d'une personnalité très forte, très pesante. Vous le voyez dans le fait que ces candidats, quand ils sont élus, ils siègent à l'Assemblée chez les non-inscrits. Les non-inscrits, ils sont très très peu nombreux. Il y a eu des assemblées, il y en avait 1 ou 2, pas plus. Donc il y a quelques cas de gens à qui on a refusé l'investiture, je sais pas, Dauzière, Van Nest, des gens comme ça, qui sont des personnalités de poids dans leur coin, à qui leur parti a refusé l'investiture pour une raison X ou Y, et qui se présentent quand même et qui ont de fortes chances d'être élus. Il n'y en a pas dans l'Hérault. Alors, on parlait des divisions à droite, parce qu'on parlait effectivement un peu de division à gauche. Il y en a, sur la 3e circonscription, un candidat assez déclaré, il est divers droite, proche de l'UMP. C'est Alain Berthet, il est soutenu par un député sortant, sur une autre circo, Jacques Domergue. Et pour le député UMP Domergue, son poulain Alain Berthet, je vais citer, parce que c'est sur le tract quand même, Alain Berthet, donc selon Jacques Domergue, avec la candidature d'Alain Berthet, les électeurs UMP pourront enfin voter pour un vrai candidat de droite. Donc c'est une attaque à peine dissimulée et totalement frontale envers Jean-Pierre Grand, qui est le député sortant, villepiniste, UMP toujours, mais villepiniste quand même. On va écouter tout le bien que pense Alain Berthet de Jean-Pierre Grand. C'était ce matin, écoutez. Je crois qu'en 5 ans, Jean-Pierre Grand a suffisamment attaqué le gouvernement, le président de la République, les autres députés UMP locaux, pour que chacun comprenne qu'il tirait contre son propre camp. Le problème avec Jean-Pierre Grand, c'est qu'on a du mal à le saisir. Une fois, il est République solidaire, une fois, il est UMP. Vous regardez son blog, vous constatez qu'il est soutenu et par les divers gauches et par les divers droites. C'est quand même quelqu'un qui est difficile à saisir. En tout cas, à l'agglomération, tous ces votes vont avec la majorité de gauche. Alors on va montrer sous forme de tableau les autres candidats. Il y a 13 autres candidats sur la 3e circonscription. Une réaction, Michel Crespi,
sur effectivement d'autres divisions, hein, on le voit aussi à droite. Ça fait partie de ces règlements de compte. Jean-Pierre Grand était villepiniste. Le soir de l'élection présidentielle, il était ici sur ce plateau. Quand on lui a dit votre candidat a été battu, il a dit c'est pas mon candidat. Vous vous souvenez de ça? Je m'en souviens bien puisque c'était ma question. Crac d'entrée, il m'avait séché là. Les choses sont relativement claires. Et Grand a eu l'investiture UMP parce que l'UMP, un de ses leaders a dit de toute façon qu'il ait l'investiture ou pas, il sera élu. Donc, c'est quoi, c'est une guerre par procuration que mène Jacques Demergue? Oui, ça fait partie de ces règlements de compte personnels avec des gens qui ne sont pas complètement forcément dans la ligne. Il y en a quelques-uns ici et là. Et les législatives s'y prêtent très bien parce que n'importe qui peut être candidat. Ça ne coûte rien d'être candidat. Je ne sais pas pourquoi vous ne l'êtes pas. Il y a un tas de gens de qualité. Madame Fellaferrière est un peu occupée là. Mais on va y réfléchir pour c'est l'occasion de régler quelques comptes. Justement, tu as une question peut-être annexe, mais ça rapporte combien d'être candidat? On touche quelque chose à partir de 1% des suffrages exprimés? Il y a une histoire comme ça, non? On touche quelque chose si on est élu. Oui. Sinon, on a un remboursement des frais de campagne. Alors, rembourser des frais de campagne, mais est-ce qu'on peut ne pas avoir de frais de campagne? Ah oui, bien sûr. On n'est pas remboursé de ce qu'on n'a pas dépensé. On n'est pas remboursé de ce qu'on n'a pas dépensé. On est remboursé que de ce qu'on a dépensé. Bon, on parlait de... Je suis rassuré. Des divisions à droite. Les frais de la feria, on peut rembourser. Ça n'a rien à voir. Je vais faire un prolongement quand même de ce qu'on a vu, les divisions dont on parlait à droite. Il y a eu quand même un déjeuner où ils étaient tous rassemblés. C'était vendredi, en présence de François Fillon, hein, ancien Premier ministre UMP. Alors, regardez un peu la tablée. Sur image. Le problème, c'est qu'il faudra m'enlever pour qu'on voit effectivement qui est derrière mon image. On verra Jean-Pierre Grand. Voilà, ça y est. Voilà, Jean-Pierre Grand. Hop là, et on peut revenir sur notre image. Désolé, hein, la technique. Voilà. Il est très fort. Jacques Domergue à droite. Donc, l'ancien Premier ministre avec à sa gauche Jacques Domergue, et puis à sa droite Daniel Santonja, hein, suspendu de l'UMP. Jean-Pierre Grand, donc son ami de 30 ans dont on vient de parler. Et en face, deux copains aussi, on peut rouler la vidéo. Deux grands copains de 30 ans. Christian Jean-Jean, suspendu puis maintenant soutenu par l'UMP sur la première circonscription. Et puis on va le voir, à côté de lui, Raymond Couder, le sénateur maire de Béziers, qui a tout fait pour que Christian Jean-Jean ne soit pas candidat. C'est un beau repas de réconciliation. Alors qu'on pose la question à Raymond Couder, ils sont réconciliés pour le temps des élections. L'image également, donc Raymond Couder et Christian Jean-Jean. Rassemblés. Oui, mais c'est la raison électorale qui l'emporte en fait. J'ai cru comprendre qu'au niveau national, il y avait quelques différends aussi entre M. Copé et M. Fillon. Ça fait partie du jeu à un certain moment. Personne ne demande à des politiques appartenant au même parti de s'aimer, d'avoir de l'affection l'un pour l'autre, ni même d'être complètement loyaux l'un à l'autre. Il se trouve que c'est leur intérêt commun que de s'unir parce que s'ils se font battre, ils se feront tous battre. Et de la même manière que c'est l'intérêt commun des socialistes de s'unir au-delà des divergences qui sont pu avoir entre fraîchistes, pas fraîchistes. C'est l'intérêt des écologistes de s'unir. C'est l'intérêt de chacune des factions internes à un parti de s'unir au moment de l'élection. Et puis après, ils peuvent continuer à avoir des divergences. Dernière question très courte. Justement, Jean-François Copé, François Fillon, ils ont montré un peu leurs muscles respectifs et après, ça s'est arrêté. C'est un peu l'esprit de ce qui s'est passé la semaine dernière où chacun en est allé de sa petite phrase. Oui, c'est laissons passer les législatives et puis ensuite on réglera nos comptes une fois que les électeurs auront voté. Mais c'est pas le moment de se diviser, effectivement, parce qu'il y a tout le temps des gens autour qui disent attention, vous allez tout perdre. Dernière question, elle est pour moi la dernière question, cher. Oui, bien sûr. J'ai eu un éclair de lucidité là. Je l'ai dit un peu en introduction, il n'y a pas une forme de lassitude quand même? Est-ce que, oui, vous prédisez quand même une abstention relativement importante, mais même dans l'engouement des Français pour cette campagne, on sent quand même là, ça fait lourd hein, d'enchaîner les législatives après presque un an. Il y a eu les primaires socialistes aussi qui ont beaucoup mobilisé les médias. Waouh. Oui, c'est vrai. C'est chaque fois, hein, depuis 10 ans qu'existe cette différence entre législative et présidentielle dans le temps, il y a une certaine lassitude qui s'installe effectivement, et les Français commencent à penser plutôt à leurs vacances qu'à élire des députés. Encore, ils ont complètement tort, parce que c'est au moment de l'élection législative que se fait la direction du gouvernement. Si la gauche perd, c'était pas la peine de gagner la présidentielle. Et si elle gagne en revanche, elle aura tous les éléments pour gouverner complètement sans être gênée par qui que ce soit. Donc l'enjeu, il est beaucoup plus décisif que pour la présidentielle. Merci beaucoup, Michel Crespy. Rappelle la soirée de jeudi. Parce que nous, on reste mobilisés. Voilà, ce jeudi. La feria s'est terminée, on se remobilise à fond. Une soirée complète avec deux débats, un dans le Gard. Jeudi,
un débat dans le Gard sur la première circonscription avec pas tous les candidats mais presque. À partir de 18h, c'est ça? Diffusion 18h, 19h30, temps, lieu et place du reste des aléas du direct. Et puis à 20h45, ce sera le débat sur la première de l'Hérault. Première, voilà, c'est la soirée des premières. Donc, jeudi, notez sur vos tablettes, vos agendas. Si vous n'avez qu'une soirée à passer, à vous intéresser aux élections législatives, c'est sur TV Sud jeudi. Puis on remettra ça d'ailleurs, comme ça, on remettra ça le mardi suivant avec la deuxième circonscription du Gard, celle où il y a un certain Gilbert Collard qui se présente, voilà, pour le Front National. Mais il y aura également, bien sûr, le sortant UMP, Étienne Mouru, et puis la représentante de la gauche, Cathy Guyot, etc., 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 etc. Voilà, merci beaucoup, Michel Crespi. On marque, oui, une courte pause. Ça va, c'est bon là? Ouais. Oui, Patrick, vous confirmez? Allez. Courte pause, suite des aléas du direct, à tout de suite.